Bonsoir, merci à toutes et tous d'être présents aux quatre coins de l'Europe pour cette conférence justement consacrée à l'Europe, l'Union européenne, de la présidence allemande à la présidence française. Cette conférence citoyenne digitale est organisée par Frédéric Petit, député MoDem des Français établis en Allemagne, Europe centrale et dans les Balkans, membre de la Commission des Affaires étrangères, membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et récemment désigné secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen. Pour débattre, discuter ou peut-être même se disputer, nous avons le plaisir de recevoir Madame Pascale Johannin. Madame Johannin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous êtes diplômée de relations internationales approfondies. Vous avez été auditrice de la 56e session nationale de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, spécialiste ou experte de l'Union européenne et de ses politiques. Vous êtes également l'auteur de plusieurs articles sur la condition des femmes au sein de l'Union européenne. Deux profils complémentaires donc pour débattre avec vous, chers citoyens. Je vous rappelle que pour intervenir dans la discussion, nous vous encourageons vivement à le faire. Vous devez poser votre question ou votre remarque dans le chat afin que nous ouvrions votre micro et que nous vous donnions la parole. Si vous n'avez pas envie de prendre la parole en public, mais que vous souhaitez tout de même intervenir, oui, ça arrive, vous pouvez poser votre question dans le chat en précisant que je dois la poser à votre place ou en m'envoyant directement votre question en privé. Je vous rappelle que ce débat est enregistré et que si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo qui sera publiée dans les prochains jours, je vous prie de nous envoyer un mail. Le débat durera jusqu'à 20h maximum. Commençons donc ce débat sans ne plus tarder. Frédéric Petit, vous avez la parole pour une introduction. Merci beaucoup. D'abord, merci à tous d'être présents. C'est j'ai bien compté, notre quatrième, notre cinquième conférence digitale. Je suis très touché d'être ce soir avec la Fondation Robert Schuman. D'abord, moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Sichazel. Voilà, Sichazel Sichazel, c'était avant d'être l'emplacement du musée consacré à Robert Schuman, c'était un terrain de jeu pour moi, au pied de la Croix Saint-Clément. Voilà. Voilà, on a cette habitude maintenant, on peut appeler ça une habitude, de faire ces conférences citoyennes digitales. Nous les faisions dès mon élection non digitale, nous en avons fait beaucoup, sur des sujets où j'estime que les citoyens doivent être éclairés. Ce ne sont pas des cafés du commerce, donc on essaye d'avoir des gens de recours. La première nous a convaincus qu'on pouvait y aller puisqu'on a fait un sujet qui n'était pas très sexy, c'était le budget de l'État, qui a très bien marché, elle était en physique, aux quatre coins de ma circonscription, de Bucarest jusqu'à Francfort, à Varsovie. Et on a continué cette habitude, évidemment on a un peu hésité l'an dernier, et puis on s'est décidé à l'automne de passer en forme complètement digitale, ce qui a très bien marché. Nous sommes souvent très nombreux à venir débattre, se disputer ou discuter, comme l'a dit le modérateur à l'instant. Alors pourquoi ce thème? Pourquoi de la présidence allemande à la présidence française? Eh bien, je suis persuadé, d'abord un petit clin d'œil, on est aujourd'hui jour pour jour après la décision franco-allemande de débloquer le rôle de l'Europe après la pandémie. Je crois que ce jour est historique, le 18 mai 2020, quand on a compris qu'on allait faire quelque chose d'un peu nouveau en Europe à ce moment-là. Et puis, je crois que cette proximité de la présidence allemande et de la présidence française dans ce tournant du monde et dans ce tournant de l'Europe sont symboliques et qu'il était important qu'on discute avec et qu'on confronte un petit peu cet axe franco-allemand qui est au cœur de ma circonscription, bien sûr. Je dis souvent que mes citoyens ne sont ni français ni allemands, ils sont pour beaucoup franco-allemands. Voilà, donc c'était important qu'on le fasse. Cette priorité, c'est une priorité naturelle de mon mandat. Ça fait partie des choses que je fais au quotidien et dans lesquelles je travaille. Et j'aime aller chercher ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de convaincus de l'Europe et que c'est surtout avec les autres qu'il faut discuter. Et je crois aussi que un des grands manques qu'on a en Europe, c'est l'espace public européen. Voilà, le seul vrai espace public européen qui existe, je le dis parfois en termes un peu provocateurs, mais c'est une vérité, c'est celui du football. Hein, voilà. Alors l'UEFA, on sait ce que c'est, on discute tous ensemble, mais sur les grands sujets européens,
on est encore très cloisonné, on discute de son truc à soi dans son pays. Voilà, et moi je suis pour qu'il y ait des espaces de débat, des espaces, ce qu'on appelle un espace public européen, qui émerge. C'est lent, ça va venir, mais je crois que c'est très important et c'est aussi au cœur de ce qu'on fait ce soir. Voilà, pour lancer le débat, ce que je voulais dire. Je rends la parole au modérateur et je suis prêt après à ce qu'on discute et qu'on avance sur ces différents sujets. Oui, j'aimerais rebondir avec vous aussi sur pourquoi vous faites de l'Europe une priorité naturelle de votre mandat. D'abord parce que j'y habite et que j'appelle ma circonscription le cœur de l'Europe. Et puis je rappelle souvent que euh, j'ai parlé de ma priorité à ce débat, à ce qu'on dispute et ce qu'on discute, toutes ces idées. Et je crois que l'Europe, on l'oublie souvent, c'est pas un accord multilatéral comme les autres. On oublie souvent que quand on crée la communauté européenne, la SAR est française. Il y a des gens il y a des Français qui déménagent du côté droit du Rhin en pensant qu'un jour ça sera français. Donc il y a des tensions sur le terrain. On a créé l'Europe entre ennemis héréditaires, à une époque où on était encore, on venait de finir la guerre, mais on n'était pas encore ce qu'on imagine aujourd'hui, des gens à peu près civilisés qui travaillent ensemble. Il a fallu le construire de toutes pièces et ça a commencé dans les moments qui étaient tendus. Voilà. Et je crois que dans ma circonscription, il y a ces tensions. Donc voilà, l'Europe, de la même manière qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de dissensus, il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas des conflits à régler. C'est ça, ce qu'on fait ensemble, c'est ça. Unis dans la diversité, on pourrait dire, unis dans la divergence, unis dans le conflit potentiel. Mais on est unis quand même et on essaye d'avancer. C'est ça, pour moi, la marque. Et ma circonscription, que certains appellent une trop grande circonscription, avec des tas de langues différentes, j'ai 14 pays différents, des Français qui habitent dans 14 pays, eh bien, elle est au cœur de ce travail, et c'est pour ça que je considère que, étant élu de cette circonscription, je dois porter ce travail, non seulement pour les Français, mais aussi pour ceux qui sont d'abord bi-citoyens, et puis pour l'ensemble du territoire. Merci Frédéric Petit. Pascal Johannin, vous avez également la parole pour faire votre introduction du sujet, lancer des pistes de réflexion ou même réagir sur les positions énoncées par Monsieur Petit. Non, non, mais écoutez, d'abord, je suis très ébahie par le fait que Frédéric Petit connaisse Tichazel, qui est une petite commune de Moselle, là où en effet Robert Schuman a vécu. Il n'y est pas né, hein, il est né au Luxembourg, parce que, comme vous l'avez rappelé, c'était des périodes de la fin du 19e siècle, il est né en 1886, où en effet la région de Moselle et l'Alsace étaient un territoire du Reich allemand depuis 1870 et jusqu'en 1918. Et donc en effet, Robert Schuman, sa mère était luxembourgeoise, est né au Luxembourg. Donc c'était un Européen, j'allais dire, de cœur, puisqu'il avait un père lorrain, une mère luxembourgeoise. Il a fait ses études à Strasbourg, qui à l'époque était une ville allemande. Et puis, dès que la France a récupéré ce territoire d'Alsace-Moselle, on dit l'Alsace-Lorraine, mais non, l'Alsace-Moselle, il est devenu député. Alors donc, le lointain homologue de Frédéric Petit aujourd'hui, député donc de la Moselle à l'Assemblée nationale, et il y est resté quasiment toute sa vie, hein, donc de 1919 à 1960, donc un long parlementaire qui est devenu ministre à de nombreuses reprises, et notamment donc ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952, cette période donc qui suit la guerre, relativement long sous la 4e République, puisque je vous rappelle que sous la 4e République, le gouvernement en moyenne durait 6 mois, donc ça veut dire qu'il est resté longtemps avec plusieurs présidents du Conseil, c'est comme ça qu'on appelait les premiers ministres à l'époque. Et dans cette période charnière de 1848 à 1952, il y a eu en effet toute une série de créations dont il est à l'origine, et notamment la création de l'Union européenne, alors qui était à l'époque la communauté du charbon et de l'acier. Charbon et l'acier qui étaient les deux matières premières de l'époque. Aujourd'hui, si on commençait par les matières premières de 2021, on ne serait peut-être pas forcément sur le charbon et l'acier. Encore qu'on voit que sur l'acier, il y a des guerres commerciales, hein, avec les États-Unis, avec la Chine. Hein. On a en effet des différents avec ces deux pays sur l'acier et l'aluminium, donc ça n'est pas rien. Et en effet, 5 ans, jour pour jour, après donc l'armistice de 1945, où en effet on tend la main à l'ennemi
avec lequel on s'est fait la guerre en 1870, en 1914 et en 1939, l'Allemagne. Donc, avec en effet des personnes qui étaient toutes, comme Robert Schuman, des gens de la frontière. Alors aujourd'hui, on essaie de gommer les frontières, notamment à l'intérieur de l'Union, et on a réussi à faire ce grand marché, ce marché intérieur qui est très important, avec en effet cette liberté de circulation, cette liberté de travailler, de s'implanter, qui fait qu'en effet, il y a plein de gens qui sont allés faire des études, Erasmus, et donc vous parliez des binationaux, il y en a de toutes sortes, hein. Pas que du français-allemand. Hein. Il y a en effet, tous les Européens ont un peu bougé, mais en effet 5 ans avec en effet donc des hommes de la frontière, Schuman, Adenauer qui était rhénan, Alcide de Gasperi qui on se souvient pas était du Trentino Alta Adige qui est la région qui est encore germanophone aujourd'hui et qui était dans l'Empire austro-hongrois au moment de quand il est né, hein, donc il est né autrichien si on veut aller par là. Donc tous ces gens étaient des personnes qui avaient connu la frontière, qui avaient connu les conflits, qui avaient changé de nationalité au gré des victoires et des envahissements. Donc l'Europe est un projet de paix. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. L'Europe est un projet de paix et pour ça c'est un succès puisque, sauf à ce que je me trompe, nous n'avons pas connu la guerre. Alors, hormis peut-être dans une partie de votre circonscription, Frédéric, qui n'est toujours pas dans l'Union, les Balkans, mais sinon dans les pays de l'Union européenne, il n'y a pas eu la guerre depuis 1945, ce qui est la période la plus longue dans notre histoire du continent européen sans guerre. On a fêté le 200e anniversaire de la mort de Napoléon il y a une dizaine de jours. Napoléon, c'est en effet, il passait son temps en effet à guerroyer en Europe. Hein, voilà. Donc, et je ne parle pas des rois qui ont précédé et des empereurs à d'autres pays qui se sont fait la guerre, il y avait des coalitions en permanence, etc. Donc, premier message, la paix. Ce continent était détruit en 1945. Hein, il suffit de revoir les images d'archives. C'était un continent détruit et nous avions sur ce continent européen commis les pires massacres. Hein. Le nombre de millions de morts de la guerre est hallucinant. Donc, on était ruinés, on était détruits. Et grâce, en effet, à ce projet de l'Union européenne, nous avons appris à ne plus faire la guerre et à faire des échanges, du commerce. Et aujourd'hui, quand on se parle en 2021, l'Europe est une puissance économique parmi les 3 plus grandes puissances mondiales. Je rappelle que nous avons l'un des PIB les plus importants du monde, que nous sommes une puissance commerciale, on l'oublie, on est même la première. Et on a ce grand marché alors de 450 millions d'habitants, 27 États membres, puisque donc nous sommes partis de 6 en 1950, nous sommes 27 aujourd'hui, avec des gens en effet qui sont venus nous rejoindre, dès qu'en effet ils étaient des démocraties, le mot est important, vous l'avez souligné Frédéric, l'Espagne, le Portugal après les dictatures ou la Grèce, ou les gens qui se sont libérés du joug soviétique après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, donc en 1989-91, et donc en effet des pays qui sont aussi dans votre circonscription et qui ont rejoint l'Union en 2004 pour la plupart, 8 États d'entre eux, plus Malte et Chypre, et 2 en 2017, plus la Croatie en 2013. Donc, on a en effet un continent qui s'est réuni en 50 ans, qui aujourd'hui n'envisage plus en effet de s'affronter et qui essaie de résorber les différences. Alors les différences, on les a de fait de l'histoire, de la géographie, de la langue, vous l'avez signalé. Et donc, on a essayé d'harmoniser un peu des choses, en gardant en effet son identité. Et l'Europe, c'est pas on annihile la nationalité. On peut être lorrain, je prends cet exemple puisque c'est Schuman, on peut être français et on peut être européen. Et on peut le décliner dans toutes les régions de l'Europe. On peut être d'une région de son pays, et européen, ou de 2 pays si on a des parents qui sont binationaux, on a la double nationalité, ou si on l'acquiert par naturalisation. Donc, c'est un continent donc, de paix, de prospérité, même si aujourd'hui la prospérité est plus compliquée, parce qu'on a eu la crise financière, la crise sanitaire aujourd'hui, avec les effets économiques et sociaux qu'on voit. Mais on essaye de faire en sorte que l'Europe
reste l'un des principaux acteurs du monde. Alors, en 1950, il y en avait deux qui, d'ailleurs, s'étaient un peu partagé le continent européen, les Américains à l'ouest, les Soviétiques à l'est. L'Union soviétique n'existe plus, la Russie existe toujours, c'est un voisin, c'est pas forcément un voisin simple, mais ça n'est plus l'Union soviétique. Et ça n'est pas une puissance. Alors, elle reste militaire, mais en matière économique, elle est loin derrière l'Europe. Nous avons des voisins avec lesquels il faut traiter. Nous avons donc un nouvel acteur. Les Américains sont toujours là, même si en effet aujourd'hui ils sont moins présents en Europe qu'ils ne l'étaient en 1945 ou 1950. Et ils nous le disent. C'est pas moi Pascal Joannin, qui dit les Américains n'ont plus rien à faire sur le continent européen. C'est les Américains qui disent que ils se recentrent un peu sur eux-mêmes. Ils ont plutôt pivoté sur leur flanc occidental, c'est-à-dire non plus l'Atlantique et donc l'Europe en face, mais plutôt sur l'Asie. Et ça fait quelques années que ça dure, hein, ça n'est pas lié seulement au président actuel ou à son prédécesseur. Et donc, ils nous disent, mais nous, on n'a pas forcément, on n'a pas vocation à toujours être là. On est venu vous aider en 1917, on est venu vous aider en 1944, mais bon, aidez-vous, le ciel vous aidera tout seul. Hein, voilà. Donc, il faut qu'on prenne conscience que nos amis américains, s'ils restent nos partenaires, ne sont plus forcément ceux que l'on a connus dans le passé. Et donc, nous devons pallier à cette moindre appétence des États-Unis pour l'Europe, tout en tenant des liens privilégiés. La relation transatlantique reste une relation forte. Et puis, on a ce nouvel acteur international qui est la Chine, qui est un acteur qui veut être le numéro 1 mondial, ils le disent. Hein. C'est prévu pour 2049, après donc, le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Hein. Je rappelle que c'est un pays qui est dirigé encore par un parti communiste. Nous avons eu ça dans l'histoire, hein, avec le parti communiste de l'Union soviétique et les partis communistes dans les pays satellites. Donc, il faut faire attention. Et puis, c'est un mode de vie qui n'est pas celui que nous avons, avec des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, nous devons protéger ce mode de vie qui est aussi le nôtre. Donc, on a une puissance économique, une puissance commerciale, des valeurs, un droit, le droit européen, qui s'applique. On voit régulièrement des décisions concernant des entreprises qui ne sont pas européennes de nationalité, mais qui œuvrent sur le territoire européen et qui doivent donc se conformer au droit européen. On a mis en place un certain nombre de règles, je pense notamment à aujourd'hui, puisqu'on utilise des outils numériques, la réglementation générale sur la protection des données, le RGPD, il y a 3 ans, qui devient un petit peu un modèle. Même les Américains commencent à regarder, en effet. Donc, on n'est pas aussi mauvais qu'on le dit, ou l'Europe, on a du mal à voir ce qu'elle est, etc. Alors, ça dépend beaucoup, pour voir ce qu'elle est, j'allais dire, des responsables, alors des responsables nationaux, hein, de leur engagement européen. Alors, il est clair qu'en France, depuis la Ve République, tous les présidents ont dû être européens pour être. Un léger souci technique avec Madame Joannin. On va attendre quelques secondes que sa bande passante revienne. Bien, on va du coup recentrer la discussion en attendant que Madame Joannin revienne. Frédéric, vous qui êtes très attaché au franco-allemand, très engagé dans le franco-allemand, membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, quelle place aujourd'hui pour le couple franco-allemand dans l'Union européenne, plus que dans la construction européenne, quelle place doit jouer, quelle place joue, enfin, quel rôle joue le franco-allemand dans l'Union européenne actuellement, et quelle est la réelle incidence, importance des présidences de l'Union européenne, allemande, puis française, même si elles sont entrecoupées des présidences portugaises et slovènes. Oui, j'espère que Madame Joannin va vite nous rejoindre. Alors,
Euh, D'abord, je commence par la fin. La présidence tournante, c'est un outil qu'on oublie parfois parce qu'effectivement, il n'y a pas d'espace public européen, donc on en parle peu. Mais la présidence tournante, elle est prévue de très longtemps à l'avance. Donc je sais pas, le président slovène qui vient passer 6 mois et puis après qui rentre chez lui. C'est un travail qui est préparé quelques années à l'avance par le pays, qui coordonne. Il y a une double coordination avant et après avec le suivant. Donc c'est quelque chose d'important. Et chaque pays, quand il prend la présidence, il est président de l'ensemble, mais il amène ses soucis. Je vous rappelle que c'est par exemple au moment de la présidence bulgare, quelque chose que j'ai beaucoup suivi, qu'on a forcément retravaillé sur tout ce qu'il y avait à travailler avec les Balkans, les Balkans de l'Ouest, les 6 pays qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, mais qui sont forcément amenés à y venir puisqu'ils sont entourés d'Union européenne. Donc la notion de présidence tournante, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un partage pour que tout le monde en ait un peu moins. Okay, c'est plutôt quelque chose qui se prépare et qui est une vraie présidence tournante. Donc le fait qu'on ait une présidence tournante qui passe de la France en 2 ans, de l'Allemagne à la France, est fondamental. Et encore une fois, si le 18 mai, il y a un an, la discussion qui s'est passée s'est débloquée franchement relativement vite, ça s'est passé en quelques jours, hein, cette idée, c'est parce que l'Allemagne était en train de préparer. C'est qu'elle était déjà, ça faisait partie du paysage. Et ça, ce sont des choses qui changent. Donc, le fait qu'on ait de manière très rapprochée, en sortie de pandémie, une présidence française et une présidence allemande, aujourd'hui, on le voit puisqu'on contrôle, dans mon rôle, j'ai beaucoup de contrôle de gouvernement à faire, la présidence française est en cours de préparation et la présidence allemande est encore en cours de bilan. Donc il y a du travail commun qui se fait. Si on est arrivé à, dépasser nos soucis sur l'avion franco-allemand, par exemple, c'est évidemment parce qu'il y a de plus en plus, on va faire un peu de botanique, quoi. Il y a de plus en plus de radicelles et de contacts qui permettent aux gens de se connaître. Moi, j'ai une ministre qui, au début du ministre, voilà, une ministre, je ne vais pas aller plus loin, sinon vous saurez qui c'est, qui ne comprenait pas, enfin, elle savait qu'il y avait des Länder en Allemagne, mais elle n'avait pas intégré le fait qu'un ministre-président en Allemagne, il a quasiment un rôle de chef d'État. Et donc, qu'elle avait le droit d'aller le voir et qu'elle avait le droit. Elle a dit, ben oui, bien sûr. Elle le savait, mais elle ne l'avait pas touché du doigt. Donc, ce genre de choses, le fait qu'on ait de plus en plus d'entreprises, de clubs d'affaires, de municipalités, de services ministériels, on a l'OFAT, l'Office franco-allemand de la transition écologique. Tout cela fait que d'une présidence à l'autre, on va forcément avoir une continuité qui a été lancé il y a un an jour pour jour par cette décision extraordinaire du 18 mai 2020. Je vous repasse la parole, Madame Johannin, et je suis ravi de vous revoir. Oui, un petit problème technique, excusez-moi. Donc, bon, le temps de rebooter toutes les choses. Non, alors, vous parliez de la présidence française. Alors, c'était pour vous dire donc, que la France et l'Allemagne, dans cette construction européenne, ont un rôle majeur à jouer. Hein. Donc, je parlais des présidents et chanceliers. Donc, on a, bien entendu, des responsables politiques qui doivent avoir un engagement européen. On doit avoir aussi des médias qui parlent d'Europe et qui osent en parler, parce qu'on a des citoyens qui ne sont pas complètement innocents et qui voient bien que cette Europe, bah, ça existe et qui aimeraient mieux comprendre comment ça marche. Hein. Voilà. Donc, et donc, c'est à nous, alors nous, moi en tant que think tank, mais vous en tant que responsable politique et des médias, de faire en sorte qu'on comprenne plus lisiblement ce que fait l'Europe. C'est pas la peine de faire des chantiers sur tout, mais il y a peut-être en effet des choix à faire pour qu'en effet l'Europe soit concrète et efficace. C'est ça le b.a.-ba. Et donc, dans ces 27 États membres, bien entendu, on les a tous à bord et on veut tous qu'on avance de manière simultanée. Mais la France et l'Allemagne sont là depuis le début. Cette réconciliation européenne, c'est la réconciliation franco-allemande, vous l'avez dit, Frédéric, au tout début. Et donc, on a une obligation peut-être plus grande que les autres à être un petit peu au cœur ou à l'initiative. Voilà. Et que donc, en effet, cette présidence allemande qui s'est terminée le 31 décembre et la présidence française qui va commencer le 1er janvier prochain,
en effet, avec deux autres pays entre les deux, ça peut donner une impulsion plus grande, parce qu'en effet, du fait des rythmes, la présidence, la dernière en France, c'était en 2008, donc vous voyez, 2022, hein, tous les 14 ans, donc la prochaine, ça sera 2036. Donc, ça oblige tous les États à être encore plus européens que d'habitude, parce qu'ils sont en charge du Conseil pour 6 mois, et donc d'essayer de sortir des problèmes qui sont ceux du moment pour essayer de trouver une solution. Alors, à plusieurs, à tous si on peut, mais on sait très bien qu'à 27, c'est compliqué, donc il y a des tas de possibilités de faire avancer les choses à quelques-uns, ceux qui sont prêts, sans que les autres qui ne sont pas prêts bloquent et retardent l'avancée européenne. Donc, si on prend en effet des choses qui se sont passées récemment, le plan de relance, vous l'avez dit Frédéric, c'est une initiative franco-allemande, on fête en effet le premier anniversaire aujourd'hui, qui a permis 10 jours après à la Commission européenne de faire une proposition qui est toujours sur la table, et on va avoir le dénouement là, j'espère, dans les prochains mois, puisqu'en effet, les États membres, la plupart ont ratifié le projet, et donc ça pourra être mis en place dans le courant de l'été, le plus tôt possible. Et donc, en effet, ce plan de relance de 750 milliards, c'est une nouveauté. Ça n'est jamais arrivé. On a mis sur la table 750 milliards pour en effet aider les pays européens qui ont souffert d'une crise qui est mondiale. Ce n'est pas le virus, il n'a pas frappé que l'Italie, l'Espagne et puis les pays européens. Il a frappé tout le monde. Aujourd'hui, on parle du Brésil, les États-Unis ont été sérieusement impactés et le Royaume-Uni. Donc, on a une obligation. Mais il faut en effet que les choses puissent se faire en matière sanitaire. C'était quelque chose que les États membres avaient gardé par devers eux, puisque je rappellerai une évidence claire, c'est que les 27 États, l'Union européenne, c'est 27 États, et l'Union européenne, ce n'est pas un super État. D'ailleurs, ce n'est pas un État, c'est un organe complètement original sur la scène internationale, parce que ce n'est pas une organisation non plus internationale comme les autres. Et donc, c'est les 27 États qui décident de donner ou pas à l'Union européenne un certain nombre de compétences. Alors, on l'a en matière de concurrence, on l'a en matière d'agriculture, on l'a en matière de pêche, on l'a en matière de commerce. On a la monnaie, 19, on n'est pas 27, mais les autres nous rejoindront un jour quand ils seront prêts. Schengen, on a commencé à 5, on est 26, dont 4 qui ne sont pas dans l'Union européenne, donc 22 membres de l'Union européenne. Donc, tout est possible. Et on essaie d'embarquer le plus grand nombre de gens à bord, mais il faut que la France et l'Allemagne soient dans le même camp pour que ça avance. Parce que si la France et l'Allemagne ne sont pas dans le même camp, ça n'avance pas. On a beau essayer de faire toutes les coalitions possibles, inimaginables, ça n'est pas possible. Donc, c'est une responsabilité franco-allemande importante, et on a en effet des outils dans le franco-allemand. Alors, il y a eu le traité de l'Élysée, 63, il y a le traité d'Aix-la-Chapelle, là, depuis 2 ans, avec une assemblée franco-allemande, parlementaire franco-allemande, des tas d'organisations, nous avons l'OFAGE, il y a les jumelages, et en effet, il faut apprendre à connaître l'autre, parce que l'Allemagne, ça n'est pas du tout la France, si on fait ces deux experts. Vous parlez des ministres-présidents, il y a 16 Länder, il y a des compétences qui sont au niveau fédéral, et la chancelière est compétente sur un petit nombre de compétences, et puis il y a en effet des compétences qui appartiennent, on pense à la culture, on pense à la santé. Pourquoi, en effet, il y a eu ces discussions qui, quelquefois, duraient 10 heures entre la chancelière et les ministres-présidents des 16 Länder? Parce que la santé, ce n'est pas une compétence nationale. Et donc, en Europe, il n'y avait pas de compétence de la santé. C'était pas une compétence, c'était les États membres qui avaient gardé leurs compétences envers eux, pour très vite s'apercevoir que s'il n'y avait pas quelque chose qui était fait au niveau européen, chacun aurait tiré la couverture à soi et ça n'aurait pas avancé. Grâce à l'initiative franco-allemande, il y a eu en effet toute une série de choses qui sont aujourd'hui en cours et qui nous permettront de sortir de cette mauvaise passe plus rapidement qu'on est sorti de la crise financière de 2008, pour justement continuer à être toujours, parce que c'est quand même ça maintenant qu'il faut qu'on ait en ligne de mire, toujours être parmi les plus grands acteurs mondiaux. On a les capacités, on est complètement différents, puisqu'en effet les États-Unis sont un État fédéral, mais c'est un État. La Chine est un État très unitaire, encore qu'il y a plein de différences, mais c'est un État central avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parti unique. Et nous, on a une originalité avec 27 États qui ont chacun des poids démographiques et économiques différents, mais
on doit avancer pour être ensemble à la table des négociations sur les grands enjeux internationaux. Alors, quand je note qu'on fait une réunion du G7, vous allez me dire, ah oui, il y a les 7 États membres qui sont les G7, mais sur la photo, ils sont 9. Ah, alors on cherche, et qui sont les 2 qui sont en plus? Ben, c'est les 2 représentants de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est toujours associée au G7. Et puis quand vous prenez le G20, qui a été une création qui s'est mise après la crise financière, ben, vous avez 19 États, et puis un 20e, le 20e, c'est l'Union européenne en tant que telle. Donc, vous voyez, l'Union européenne, elle compte, mais il faut qu'elle soit comprise par les citoyens. Donc, il faut faire des réalisations concrètes qui touchent leur vie quotidienne, ou alors des choses qui soient exemplaires et qui soient efficaces. Et c'est ça qu'on doit essayer de mener chacun à notre niveau pour faire en sorte que l'Europe soit la plus comprise possible. Alors, j'allais dire, les citoyens européens, ça sera ma conclusion pour finir, les citoyens européens ont une chance incroyable, c'est que dans ce laps de temps là qui va s'étaler, s'est ouverte il y a 10 jours, le 9 mai très exactement, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous allez me dire, ah, c'est une conférence de plus, elle a mis du temps à se mettre en œuvre un peu à cause de la crise sanitaire, mais elle existe. Et elle consiste en quoi? À donner la parole à tous ceux qui le veulent, il n'y a pas de restriction, sur des thématiques qui sont très larges. Il y a un site internet disponible dans toutes les langues de l'Union pour justement essayer de voir qu'est-ce que les citoyens attendent. Et à la fin, donc ça commencera sous la présidence française, c'est pour ça que c'est important d'y participer si on a envie. Les citoyens ont la parole, ils peuvent dire ce qu'ils attendent de l'Europe, ce qu'ils aimeraient que l'Europe fasse. Et donc, ça a le mérite d'exister. Donc, saisissons cette perche qui est tendue, ce n'est pas tout le temps. Hein. Souvent, les conférences, elles sont intergouvernementales et c'est en effet des représentants des institutions qui parlent entre eux. Là, pour le coup, c'est une décision qui était une initiative française au départ, et donc en effet qui va permettre aux citoyens de dire ce qu'ils veulent. Alors après, une fois qu'ils auront rendu leur copie, et donc j'incite tout le monde aujourd'hui à y participer, eh bien les chefs d'État et de gouvernement, les institutions, Frédéric Petit et tous ceux qui sont en charge de la vie publique, regarderont en effet comment traduire l'attente des citoyens avec des mesures qui permettront de dire, voilà, on vous a entendu et on va faire en effet un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, les citoyens, ils ont une responsabilité, c'est de temps en temps, quand on leur donne la parole, de la prendre. Et puis la dernière chose, c'est ces élections européennes, auxquelles nous sommes régulièrement invités depuis tous les 5 ans, depuis 1979. Ça aussi, c'est une initiative française et allemande, hein, Schmitt-Giscard. Cette élection du Parlement européen au suffrage universel. Comme le disait Frédéric Petit, aujourd'hui, chacun est dans son coin. On a en effet des listes nationales, on a eu même des listes régionales. Chacun fait campagne dans son pays, puis après, on s'associe par affinité politique, dans des groupes, etc. Mais ça reste pas un espace public encore. Donc, il faut peut-être faire en sorte que ces élections européennes dans le futur, avec peut-être des idées qui sortiront de la Convention sur l'avenir de l'Europe, soient plus transnationales, en partie en tout cas, pour qu'en effet, il y ait un vrai courant européen qui s'exprime dans les 27 États membres. Merci d'avoir exposé et posé le débat de façon aussi claire. On a plusieurs réactions dans la discussion et dans le Zoom. On en a au moins 3. Donc, dans l'ordre, Marc Carrier, ensuite M. Berthet-Pilon et ensuite Mme Leclerc. Marc Carrier, vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir, Madame Johannin. Bonsoir, Monsieur Petit. Bonsoir à tous les participants. Merci d'avoir organisé cette rencontre et ce débat qui promet d'être des plus intéressants. Moi, je suis en ligne depuis Vienne, en Autriche, mais j'apprécie grandement les références qui ont été faites ici chez elle parce que je suis messin de naissance et que mes parents habitent à quelques centaines de mètres de la maison Robert Schuman. Donc, ça me transporte déjà un petit peu à la maison. Je vous remercie. Enfin, je veux dire, il est évident que l'Union européenne, tout d'abord la CK, la CE, puis maintenant l'UE, ont joué un rôle et continuent à jouer un rôle décisif dans la paix qui règne sur le continent européen. Je vous remercie de l'avoir rappelé, d'avoir mis cette perspective historique en avant.
Maintenant, je vais être un petit peu peut-être provocateur. Je vais vous poser une question un petit peu ouverte, à savoir, est-ce que l'image du moteur franco-allemand, est-ce que c'est pas un peu une image du passé quand même? Parce que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de travailler à la Commission européenne en 2006-2007. Donc, j'étais aux premières loges, on va dire, de certains élargissements d'un point de vue voilà, du personnel. J'étais associé notamment aux évaluations des programmes qui ont eu lieu en Roumanie et en Bulgarie. Mais très honnêtement, est-ce que je vous demande si vous ne pensez pas aussi qu'il y a à présent dans une Europe si grande à 27, est-ce qu'il n'y a pas des capitales qui s'intéressent plus à ce que pense Washington ou même Moscou plutôt que ce que pense Paris ou Berlin? Il y a, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, il y a quand même des pays, notamment les pays baltes, qui s'intéressent, à mon avis, plus à l'OTAN qu'à l'Union européenne. Il y a des pays qui ont leur identité nationale qui a été marquée au fer rouge de l'époque soviétique et qui vivent, de mon point de vue, un petit peu dans un état d'alerte et d'opposition un peu permanente par rapport aux grands voisins de l'Est. Et d'un autre côté, il y a aussi des pays d'Europe centrale qui, eux, se sentent peut-être parfois, il semblerait plus proche justement de l'idéal d'organisation politique qui est présenté par la Russie que peut-être par l'organisation qui est collégiale, qui est celle de l'Union européenne actuelle. Donc voilà, c'est une question un petit peu provocatrice, un petit peu ouverte. Mais très intéressante. Je veux bien me lancer. Oui, tu continueras après, voilà. Voilà. Allez-y, Voilà. allez-y, monsieur Sans parler aussi de l'impact éventuel, ça c'est vraiment autre chose que le Brexit et le fait que voilà, pour la première fois, un pays membre se retire de l'Union. Quelque chose qui, moi, m'a surpris, enfin, que ce processus, pas les résultats du référendum forcément, mais que ce processus a été mené à terme, m'a particulièrement surpris. Et ça aussi, c'est, je pense, quelque chose qui va peser sur la balance du projet d'Europe politique qui, de mon point de vue, et sincèrement, je suis un Européen fédéraliste dans l'âme, mais je pense que ce projet a pris vraiment du plomb dans l'aile au cours des 10-15 dernières années. Merci. Monsieur Petit. Oui, alors franco-allemand, je vais essayer d'aller vite parce que la question était longue et je vois qu'il y a plein de questions qui risquent d'arriver. Alors, le franco-allemand, image du passé. Non, je crois que c'est clair que le franco-allemand porte l'histoire de l'Europe. Ça, pour moi, c'est fondamental. Maintenant, est-ce que c'est une image du passé? Évidemment, il faut renouveler le couple franco-allemand. Le couple franco-allemand s'est renouvelé. Il s'est passé des choses euh, fondamentales dans l'histoire du franco-allemand tout au long de ces 70 ans. Donc, voilà. Et je ne crois pas que ce soit dépassé par. Évidemment, il y a d'autres centres d'intérêt maintenant, il y a d'autres axes. On parle de Weimar, on parle des Trois Mers, on parle du couple de Visegrad. Bientôt, moi, j'aimerais bien qu'on parle des Balkans, ce que j'appelle les Balkans 11, hein, c'est-à-dire pas les Balkans qui n'y sont pas encore, mais l'ensemble des Balkans, qui est une région magnifique pour l'Europe, puisque c'est une région qui est conflictogène encore plus qu'entre la France et l'Allemagne. Okay, où tout le monde, ils sont 29 à se tirer dessus depuis des siècles. Mais donc, c'est bien là qu'on doit être européen. Donc, il va y avoir d'autres pôles, mais je crois profondément que l'axe franco-allemand, c'est pas une image du passé, ça porte l'histoire de ce que nous voulu faire. C'est là il y a eu le génie de se dire, nous sommes ennemis, nous devons nous mettre d'accord sans nous faire la guerre. Voilà, le conflit, c'est la vie. Donc, mais après, il faut qu'on arrive à gérer le conflit comme des hommes. Je voudrais vous attirer, vous faire une petite remarque linguistique. Vous savez que j'aime beaucoup ceux qui me connaissent. L'Allemagne, en plus d'être très très centrale en Europe, l'Allemagne est le pays qui a le plus de noms
pour être définie dans les autres langues. Hein, c'est-à-dire, eux, ils disent Deutsch, nous on dit la racine, quoi. Hein. Les Polonais, ils sont toujours Pologne, Poland, Paul quelque chose, quoi. Les Allemands, ils sont toujours définis par rapport à quelque chose qui est l'autre, ou qui ne correspond pas. Ils sont Deutsch, ils sont Teutons, ils sont germains, ils sont Niemiec, ça veut dire pour les Slaves, c'est-à-dire ceux qui parlent une autre langue. Ils sont, chaque fois, on définit cette espèce d'espace central de l'Europe par rapport à la différence qu'il a avec moi. Je trouve ça très, très intéressant et je voulais le rappeler. Et puis, dernière remarque, je le dis souvent, la vraie démocratie, elle est patiente. Elle est patiente, elle prend du temps. Et donc, ce qui est intéressant dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est qu'on se projette à 10-15 ans. Voilà. Et on a besoin de temps pour construire des choses solides, comme dans la vie. Donc, on va avoir besoin de passer, et une chose peut être historique, peut avoir évolué au fil du temps, mais être encore solide et encore utile parce qu'on évolue lentement. Et je ne suis pas aussi désespéré que vous sur l'avenir de l'Europe. Madame Johannin? Alors bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le franco-allemand. Si j'ai heurté certains en disant qu'il était toujours un axe essentiel, parce que, bon, quand on regarde les 70 ans qui se sont écoulés, quand l'Europe patine, c'est parce que la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. Donc, si en effet, il y avait une solution autre, moi, j'aimerais la voir. Ça n'existe pas, quand bien même les Britanniques étaient avec nous. Donc, si on veut faire avancer l'Europe, il faut que la France et l'Allemagne soient d'accord. Et donc, compte tenu des différences que nous avons, il faut qu'on se parle. C'est pour ça qu'on a des réunions régulières, etc. Mais ce n'est pas la France et l'Allemagne contre les autres. C'est la France et l'Allemagne avec les autres et pour les autres. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on sait qu'on a une responsabilité, sinon ça n'avancera pas, mais il faut le faire avec les autres. Et d'ailleurs, quand on a des projets aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Hein, donc, il y a quand même des choses qui font que, voilà, Frédéric Petit a parlé du futur avion de combat, il y a l'Espagne. Hein, donc, voilà. Donc, ce n'est pas le franco-allemand tout seul et ce n'est certainement pas la France et l'Allemagne contre les autres. Alors, on peut avoir d'autres modèles. Moi, je sais qu'il y a d'autres modèles qui existent, etc. Mais moi, je sais que quand on est à l'extérieur, l'Europe, elle est très intéressante. Quand vous êtes à l'étranger de l'Europe, on regarde cette construction avec beaucoup d'intérêt. Les Américains, les premiers, ils sont ébahis par ce qu'on fait. Ils sont ébahis par ce qu'on fait. Parce que rappelons que c'est un État fédéral et qu'eux, ils sont partis aussi, ils ont eu même une guerre civile. La guerre de sécession, c'est quoi? C'est pas, en effet, c'est le Nord et le Sud. Hein, voilà. Nous, on n'a pas eu la guerre. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est une puissance, mais elle nous dit bah oui, vous pouvez nous aimer, mais nous, on vous aime moins qu'on vous a aimé. On ne sait pas dire qu'on vous aimera plus, mais enfin, voilà. Donc, on peut continuer à avoir des œillères, mais les Américains nous le disent clairement. C'est pas nous c'est pas moi qui le dis. Les Américains nous disent non, on fera plus qu'on a fait en Europe. Donc, s'il y a certains pays qui regardent Washington avec des yeux de chimène, ils se trompent et donc ils vont être déçus. Il va y avoir un désappointement terrible sur cette affaire-là. Voilà. Alors, si on veut aimer des leaders forts, en effet, c'est pas l'Europe, parce qu'il n'y a pas de leader fort en Europe. Hein. Il y a des hommes d'État, il y a des personnalités qui ont marqué. Alors, Schuman n'était pas un homme fort, mais on pourra dire qu'à l'issue il a marqué en effet l'histoire de l'Europe. Alors, si on veut aimer des hommes forts, c'est plutôt des autocrates. Alors, très bien, le modèle russe, hein, mais enfin bon. Vous voyez la Russie aujourd'hui, dans quel état elle est économiquement, vous voyez dans quel état elle est socialement. Donc, en effet, je veux bien que ce soit un modèle, mais je ne suis pas sûre que pour les sociétés, ça soit très gagnant. Quant à la Turquie, c'est pareil. Hein, c'est un modèle, moi, je veux bien, mais c'est pas... Et quant à la Chine, alors la Chine, c'est très intéressant parce que la Chine estime que sur le territoire du monde, il n'y a qu'un autre endroit qui est intéressant, c'est l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire millénaire comme eux. Les États-Unis, ça a 220 ans. Alors, eux, pour eux, voilà. Et donc, l'Europe, vu quand on est en Chine, ils sont très intéressés. Ils sont très intéressés parce qu'ils se disent, on a une histoire millénaire, et quand vous allez en Chine, on vous rappelle qu'au moment de la dynastie Ying, nous, on avait les Romains, et puis on avait... Voilà. Donc, c'est un fait. Mais le modèle chinois aujourd'hui, c'est certainement pas le modèle européen, puisque les Chinois veulent devenir numéro un, et donc ils écraseront tous ceux sur leur passage qui s'opposeront à ce qu'ils soient numéro un. Mais on ne va pas les laisser faire, puisque en effet, il y a deux personnes, il y a deux entités, les États-Unis et l'Europe, qui sont là, donc on ne va pas se faire écraser. Et on voit bien que c'est une zone de tension dans l'Indo-Pacifique. Il y a des manœuvres qui sont aujourd'hui, alors militaires, vous allez me dire, mais bon, avec les Français, les Américains, les Japonais. Voilà, donc on est ensemble. Voilà. Alors, si on a en effet d'autres États qui veulent dépenser pour la défense, parce que c'est ça la question aujourd'hui, hein, si on veut se défendre,
Eh bien, en effet, il y a des pays qui dépensent pour leur défense. Eh bien, il y a la France. Voilà. Alors, la France, je vais vous faire un tout petit rappel, parce que on est en débat, c'est quand même un pays qui a l'arme nucléaire et ça compte. Et donc, quand on s'appelle Poutine, Erdogan, etc., on regarde le président français parce qu'on sait qu'il a la bombe et qu'il peut nous l'envoyer sur le nez. Et quand même, ça, c'était une arme de dissuasion massive. Voilà. Et donc, c'est un respect. Mais le président français, depuis Jacques Chirac, a toujours dit que si un des États de l'Union européenne était agressé par l'un des deux que je viens de citer, la capacité militaire française serait utilisée pour défendre les populations de ces États. Donc, ça n'a peut-être pas été bien amené jusqu'à ces populations, mais ça a été dit par tous les présidents de la République depuis Jacques Chirac, y compris par Emmanuel Macron aujourd'hui. Et puis, vous avez quand même, les Britanniques sont partis. Alors, moi, les Britanniques, je regrette aussi qu'ils soient partis, mais c'est quand même une affaire de politique intérieure où il y a un type qui a fait un référendum en disant « et si on quittait l'Union ?» Il pensait le gagner et il a ramassé un râteau. Bon, bah, à partir de là, il est parti et aujourd'hui, les Anglais, ils vont avoir des difficultés, plus que nous, on va en avoir. Alors, bon, mais si vous voulez, les États-Unis partant, le Royaume-Uni partant, c'était aussi un État qui avait beaucoup pour sa défense et il y a toujours... C'est pas parce qu'ils sont partis qu'il y aura plus d'amitié franco-britannique, puisqu'il y a quand même des choses que nous avons dans des traités bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni sur la défense, et ils sont toujours là, et on a une coopération. Et surtout, donc de fait, comme ils sont partis, le seul État membre de l'Union européenne qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France. Donc le seul siège européen des 5, eh ben, c'est la France qui le détient. Donc, ça nous oblige à être très responsables, à partager tout ça et à faire en sorte que ça soit mis au bénéfice de l'Europe. Et on le fera si c'est nécessaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est en effet ceux qui ont été élus par les Français chefs d'État. Merci Pascal Joannin. Je fais juste un petit rappel de modération pour les questions. On limite le temps de parole d'une question ou d'une intervention à 2 minutes afin de laisser la parole à tout le monde. On a beaucoup de gens dans la discussion. Ça finit à 20 heures. Donc, les questions et les interventions de la salle, pas de nos deux invités, sont limitées à 2 minutes. Gérard Berthet-Pilon, on active votre micro, pardon. Vous m'entendez? Oui, bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Joannin, bonsoir Frédéric Petit, bonsoir à tous les participants. Je vous remercie de cette opportunité de poser des questions en direct et j'en profite en ayant la directrice de l'Institut Robert Schuman. Ce soir, j'essaye de faire très rapidement parce que j'ai une multitude de points. Est-ce que le paragraphe 20 de la loi basique allemande mentionne die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi Bundesstaat et non pas Staatenbund? Parce que initialement c'est plus une union et non pas enfin une partie d'union. Ce serait une première question. Ensuite, j'ai une deuxième question par rapport à la notion d'intégration. J'aimerais bien avoir votre interprétation de ce que veut dire l'intégration européenne. Moi, je suis plus confortable avec la notion de convergence qui s'harmonise mieux avec l'autre notion. Donc, la question serait un petit peu de quel espace juridique, vers quel espace juridique veut-on aller? Et il y avait aujourd'hui une conférence au sujet de l'état de droit, rule of law, donc présidée par la présidence portugaise, et notamment une intervention du président de la Cour suprême du Portugal, qui a fait référence à ces problématiques d'équité et justement de différentes appréciations des notions juridiques. Et de nombreux différentiels en fait entre les différentes juridictions au plan européen. Donc ça pose une question en fait dans toutes ces problématiques d'harmonisation. Et pour finir, est-ce que le fait d'avoir un ordre apparenté à une constitution qui est la Grundgesetz et non pas une constitution à part entière, quelles sont les conséquences en fait dans le processus
basculement de couches de souveraineté à destination des organes supranationaux. Est-ce qu'un pays comme, enfin pas un pays, mais une union comme l'Allemagne aborde les questions de construction de l'Union européenne de manière différente que des pays avec une constitution à part entière, donc des États à part entière? Et la question un petit peu, comment dire, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est un État à part entière? Monsieur Petit? Un petit peu long, un petit peu long. Non, mais c'est très bien, très intéressant. Alors, le débat entre la convergence et l'intégration, c'est un débat, moi je suis assez d'accord. Je trouve que l'intégration peut être compris, pas si on fait de l'analyse linguistique et sémantique, mais pourrait être compris comme quelque chose d'un peu trop fort, dans le sens tu deviens comme tout le monde, ou alors tu es exclu, quoi. Je conçois que le mot de convergence c'est bien. En plus, le mot de convergence me satisfait sur ce que j'ai dit sur la démocratie patiente. C'est-à-dire, quand on parle de convergence, on accepte de prendre le temps de plusieurs générations pour converger. Par contre, je crois qu'il y a des domaines où il ne faudrait pas que ce que je viens de dire soit compris comme un refus de débat ou comme un évitement du débat. Encore une fois, le jour où l'Europe évite le débat, c'est plus l'Europe. Voilà. L'Europe, c'est aller poser les conflits et aller les régler. Voilà. Donc, j'habite en Pologne, vous savez qu'il y a des problèmes d'état de droit, il y a des tas de problèmes qui se posent, il y en a même en France d'ailleurs. Je crois que le sel de l'Europe, l'essence de l'Europe, c'est d'aller poser les conflits. Ce qui s'est passé il y a un an. Il y a un an, la question, on s'est trouvé dans un moment où un conflit qui était récurrent, est-ce qu'on va pouvoir se céder les uns les autres et avoir une vraie monnaie? Parce qu'en fait, l'euro était un euro en stylo. Elle a été posée, et puis tout d'un coup, eh bien, on le règle. Et on le règle en sortant par le haut, parce qu'on a une crise un peu particulière. Voilà. Et puis, par rapport à ce qu'a dit le président de la Cour constitutionnelle portugaise, si j'ai bien compris, effectivement, on a mais qui n'est pas propre à l'Allemagne, mais on a cette notion de directive et transposition par le droit local. Voilà. Je donne un exemple de ce qu'on a appelé le moteur franco-allemand. Il a été décidé au traité d'Aix-la-Chapelle, à l'initiative des parlementaires d'ailleurs sur ce sujet, que à partir de maintenant, nous transposerons ensemble. Voilà. On ne peut pas l'imposer à tout le monde, pour l'instant. On mettrait 50 ans à se mettre d'accord. Mais 2 pays décident que, eh bien, à partir de maintenant, nous veillerons à ce que nos transpositions des directives soient faites en relation, de façon à ce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on a pour certaines directives qui sont transposées d'une manière d'un côté de Rhin et d'une autre manière de l'autre côté du Rhin. Et après, on a un fleuriste qui ne peut pas aller livrer ses fleurs chez l'amoureuse et de l'autre côté du pont, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à ce que les transpositions deviennent de plus en plus communes. Et ça demande du temps. Et encore une fois, on peut avoir le franco-allemand qui est en pointe sur des sujets aussi délicats. Et puis je rappelle qu'on travaille beaucoup sur l'harmonisation du droit des faillites. Ça fait rigoler tout le monde, mais si on harmonise le droit des faillites, alors on harmonisera le droit des affaires. Parce que c'est la première étape du droit économique, c'est comment je crée une entreprise et comment elle meurt. Donc c'est le droit des faillites. Et on a un groupe de travail qui travaille depuis quelques années là-dessus, et je pense qu'on pourra y arriver. Pascal Joannin? Alors, moi, je veux dire, l'intégration, la convergence et l'harmonisation, c'est trois mots qui ne sont pas antinomiques. L'intégration, on en parle beaucoup quand un pays veut rentrer dans l'Union. Parce qu'en effet, quand il veut rentrer dans l'Union, il faut qu'il intègre ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire tout ce que les États membres ont créé depuis 1950, alors que quand les États fondateurs l'ont créé, il n'y avait pas grand-chose. Or, maintenant, on arrive à quelque chose, mais pour en effet que tous partagent le plus grand nombre de choses. Voilà. Alors ensuite, la convergence, c'est ce qu'on fait. Hein. On essaie tous les jours à l'intérieur de faire converger pour que les différences soient que des nuances. Hein. Et
je dois avouer que ce n'est pas forcément toujours perceptible. Nos divergences sont souvent des petites nuances, hein, et on n'a pas… voilà. Et puis, l'harmonisation, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire pas la contrainte de faire tous la même chose, mais de s'inspirer de ce que font certains pour dire est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui soit médian, qui nous permettrait d'éviter d'avoir de la concurrence, de faire une concurrence à l'intérieur de l'Union, alors qu'on doit faire la concurrence plutôt avec l'extérieur. Et donc, en effet, d'avoir un marché. Ce grand marché aujourd'hui, on a beaucoup enlevé tout ce qui était des scories, et c'est ce qui fait la force de l'Union. Et quand vous avez Michel Barnier, par exemple, qui a négocié avec les Anglais, les 27, vous parliez de Brexit tout à l'heure, les 27 étaient derrière lui, et il n'y a pas eu une nuance, etc. Parce qu'en effet, c'était l'intérêt des Européens. Donc, il y a ça aussi, il y a un moment donné, l'intérêt des Européens est de faire qu'il y ait de moins en moins de divergences. On garde son identité, on garde sa culture, on garde sa langue, mais on essaye d'avancer pour que, à l'intérieur, il y ait de moins en moins de problématiques entre les États. Merci Pascal Joannin. On va ouvrir le micro d'Amélie Leclerc qui demandait la parole pour une autre question ou intervention. Bonjour, donc je vais déporter vers les Balkans et bonjour de Sofia à tout le monde. La discussion franco-allemande du point de vue de la Bulgarie. D'abord, je voudrais rappeler que quand on va arriver à la présidence slovène, eh ben, on aura fini un cycle. Ça sera la deuxième présidence slovène. La Slovénie a été le premier nouveau État membre à avoir la présidence du Conseil de l'Europe. Et je pense que c'est vraiment un acquis d'accepter que pour nos grands pays de parfois être sous le leadership d'un pays comme la Slovénie ou la Bulgarie, puisque c'était en 2018 pour la Bulgarie. Alors, du point de vue bulgare, ils attendent beaucoup de l'Union européenne au niveau de l'apport de la démocratie. Et la nouvelle génération commence à se rendre compte, c'est pas fini, qu'ils ont eux aussi à apporter à la démocratie commune. C'est pas évident, mais les outils concrets que peut apporter l'Union européenne, c'est tout ce qui est les outils juridiques, le cadre juridique pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre la corruption. Et ça, ils en sont très conscients qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Voilà. Monsieur Merci. Petit. Oui, merci. Deux remarques. Alors, merci pour ce regard des Balkans. Vous savez que j'ai une grande affection, moi, pour les Balkans. Alors, sur la démocratie, sur l'apport de la démocratie en Bulgarie en particulier, tout à fait d'accord. On sent que ça émerge, que ça vient. On a même il y a un parti assez récent qui vient d'adhérer au Parti démocrate européen et où on a l'impression que c'est un petit parti mais qui est en construction et qui s'est fait vraiment sur des valeurs. C'est assez intéressant. Je voudrais dire autre chose sur les Balkans en ce qui concerne la transformation, ce que j'appelle la transformation patiente. Et la lutte contre ce que vous avez appelé les monopartis ou la corruption, enfin tout ce genre de difficultés pour que ces États sortent d'un dirigisme où il n'y a plus le Parti communiste, mais il y a quelque chose d'autre qui le remplace et qui est un peu plus opaque. Il y a un pays, moi, où j'ai expérimenté, parce que je suis un peu âgé, où j'ai expérimenté, pas la fin de la corruption, mais enfin la vraie disparition de la corruption à grande échelle, c'est la Pologne. Voilà. Maintenant, on peut dire qu'en Pologne, on peut faire des affaires normalement, on peut vivre normalement, même s'il y a encore des accros de temps en temps. Ce qui fait disparaître un des moyens qui serait absolument capital dans les Balkans, c'est les PME. Voilà, je le dis très clairement, j'en suis convaincu. En Pologne, ce sont les PME et puis l'individualisme polonais autour de la petite entreprise qui a fait qu'au bout d'un moment, il y a plus de gens qui voulaient que ça tourne comme il faut et qu'il y ait des règles respectées que d'immenses sociétés anciennement d'État dépecées par les uns et les autres et qui continuaient à avoir un statu quo. Donc, deux choses. Oui, la démocratie européenne a besoin des démocrates bulgares. Oui, je le dis, c'est clair. Même s'ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, même s'ils sont encore peu visibles, ils vont apporter quelque chose à l'Europe. Et deuxièmement, je pense que dans cette évolution que connaissent ces pays aujourd'hui, le soutien à un tissu de PME tel qu'on l'a en France et surtout tel qu'on l'a en Allemagne est capital pour, sur 5 à 10 ans,
se débarrasser des vieilles scories du communisme. Pascal Joannin? Moi, j'aime beaucoup la Bulgarie. J'y suis allée de nombreuses reprises. En effet, j'allais dire, il faut aider les pays qui sont rentrés après nous à relever en effet les défis qui sont les leurs sur en effet l'état de droit, la corruption, etc., la transparence. Je sais qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation un peu compliquée avec des élections qui n'ont pas pu donner de résultats, un gouvernement intérimaire et un nouveau scrutin le 11 juillet. Mais je n'oublie pas qu'il faut, justement, quand on est européen, il faut être présent dans tous les États membres. Moi, j'essaye à la Fondation d'être présent dans le maximum d'États, avec en effet des structures identiques ou des homologues pour essayer d'avancer, parce que, bien entendu, c'est des discussions. On apporte quelque chose. C'est pas la France qui vient donner des leçons. C'est pas la France ou l'Europe qui vient être le méchant. C'est justement discuter. Le dialogue, la rencontre avec des hommes et des femmes permet en effet de trouver quelquefois des solutions que vous n'imaginiez pas quand vous arriviez. Donc, moi, je crois beaucoup à tous ces échanges, à toutes ces rencontres et à faire en sorte qu'en effet, la région des Balkans, alors en effet, il y a ceux qui sont dans l'Union et ceux qui sont à la porte, puissent en effet retrouver sérénité et qu'on puisse en effet discuter avec tous pour les intégrer le moment où ils seront prêts, parce que là aussi, ce n'est pas nous qui allons les intégrer de force, il faut qu'ils soient prêts, que ce soit une volonté des États. Mais voilà, on sera là et moi, je prendrai la part qui est la mienne en dehors des relations diplomatiques et d'État à État ou internationales avec les institutions européennes. Merci Pascal Joannin. On a encore un intervenant, Monsieur Pierre Neveu, qui souhaite poser une question ou faire une remarque. Pierre Neveu, on active votre micro, c'est à vous. Oui, bonsoir, Pierre Neveu. J'ai une question sur la crise sanitaire et l'Union européenne. Au début de la crise sanitaire 2020, on a bien vu que les pays de l'Union européenne se bataillaient un peu pour avoir des masques. On a vu qu'il y avait des problèmes pour aller d'un pays à l'autre, des frontières qui des fois étaient fermées. Et actuellement, avec les vaccins, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui vaccinent plus vite que les pays dans l'Union européenne, on avait des problèmes de livraison alors qu'il y avait des vaccins qui avaient été financés par l'Union européenne. Je voulais savoir si vous, Madame Joannin, ou Monsieur Petit, qui travaillait à l'international ou dans un contexte européen, est-ce que vous avez un autre avis en quoi l'Union européenne nous a été utile dans cette pandémie? Merci. Ah oui, ça, elle a été utile dans la pandémie. Là, je crois qu'il faut. Alors, je vais faire un peu d'histoire là. C'est une question intéressante. Il y a une chose que peu de gens ont vue, mais qui moi m'ont empêché de dormir pendant 3 jours au début de la pandémie, puisque moi j'étais en Pologne, c'est là que j'habite, hein, et je suis en discussion évidemment très très fréquente avec en particulier donc des cercles. Il y a des cercles d'entrepreneurs. Et il y a un moment, personne ne s'en souvient, mais il y a un moment, au début de la pandémie, quand on vient de confiner en France, non, on n'a pas encore confiné en France, mais juste quelques jours avant, et on confine un peu partout, et ça explose un peu partout, les gens commencent à se dire il faut faire attention à tout. On contrôle aux frontières, on se met à contrôler le sanitaire aux frontières, c'est-à-dire on contrôle si les gens, machin, etc. Et on a eu, à un moment, je me suis dit, et j'ai eu des retours d'entrepreneurs, en particulier d'entrepreneurs dans la logistique, qui m'ont dit, Frédéric, on est en train de plus pouvoir bouger nos camions. Mais ne plus pouvoir les bouger du tout. Nos gars ne veulent plus partir. Parce qu'ils disent, mais si ça se trouve, je vais me faire mettre en quarantaine sur la route, je ne pourrai plus revenir. C'était une pagaille noire, et on a eu un moment où on s'est dit, mais l'Europe va mourir d'inanition, parce que si le fret, alors je ne parle pas des personnes, je parle du fret, on n'a pas idée de ce que c'est le fret, et c'est la communauté européenne qui, en une journée, a dit, maintenant, c'est 1/4 d'heure maximum par camion aux frontières. Et elle a demandé à tous les États de le faire, parce qu'on se disputait d'un côté à l'autre de la frontière, en disant, nous, on prend la température ici, vous prenez... Voilà, personne ne savait rien, c'était la pagaille. Et en 2 jours, on a créé ce qu'on appelait des corridors verts, et qui ont remis en route au moins les marchandises. Voilà.
Et ça s'est réglé très vite. Premier exemple. Après, je le dis, il y a un an, c'est la communauté, c'est l'Europe qui a dit nous mettons en place la garantie pour le chômage dans tous les pays, nous mettons en place la Banque européenne, avant le 18 mai, la Banque européenne a garanti et a dit nous garantissons tout ce que faisons tous nos États en ce moment. On l'a oublié, mais s'il n'y avait pas eu ça, aucun gouvernement n'aurait décidé ces mesures d'urgence. C'était énorme, c'était beaucoup trop compliqué. C'est grâce à la Banque centrale européenne que ça a pu être fait. Il y a eu le 18 mai où on a décidé qu'on s'en sortirait ensemble avec un plan, etc. Il y a eu l'harmonisation, qui n'est pas dans les traités, mais qui a été construite très rapidement sur tous les plans sanitaires, donc harmonisation sur le plan de la surveillance, hein, parce que effectivement au début on a fermé des frontières, mais très rapidement on a prouvé, et en particulier les parlementaires, on a prouvé aux États que c'est pas une barrière fermée qui arrête le virus. Ce qui arrête le virus, c'est de travailler ensemble, c'est de regarder, c'est de comparer les chiffres. Voilà, parce que ça sert à rien, on va pas mourir guéri, hein. C'est comme on dit dans le langage populaire. Donc il fallait passer. Il y a eu un moment de flou, mais c'est bien parce qu'il y a eu la communauté européenne qu'on a pu s'en sortir. Sinon, on n'aurait pas eu les espaces où venir discuter de ces choses-là au fur et à mesure qu'on les comprenait mieux. On ne les aurait pas eu. L'Assemblée parlementaire franco-allemande, évidemment, on a tous été choqués au début, et puis on s'est téléphoné, on s'est réunis. On a imposé, par exemple, c'est la première fois que l'Assemblée franco-allemande a passé sur le grill d'une audition commune les deux ministres de l'Intérieur, avril 2020, en leur disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire avec vos histoires de circulation ?» Voilà. Et on a harmonisé en pleine séance. On leur a dit « Harmonisez vos documents ». Voilà, j'ai encore M. Castaner en tête disant Hearst, si tu es d'accord, on le fait ce soir et on prend le même document pour circuler. C'est pas trop idiot ça d'avoir un document qui marche dans les deux pays. Donc toutes ces choses-là ont été faites grâce à la communauté européenne, qui n'a pas été préparée pour ça, donc qui ne pouvait pas réagir immédiatement, mais qui très rapidement a été le seul espace où on pouvait discuter de tout ça, et qui l'a fait, y compris maintenant sur le plan de relance. Donc je vous trouve extrêmement sévère sur les histoires de pénurie éventuelle, de décalage entre les commandes de vaccins et les livraisons de vaccins. Ça n'a rien à voir avec la communauté européenne ni avec des décisions politiques. Ça a à voir avec les capacités mondiales de production. Donc même s'il y a des gens qui en font des gorges chaudes, voilà, on peut le faire dans le sens qu'on veut. On est limité par les productions mondiales de droite à gauche. Dernier point, oui, la communauté européenne n'achète pas des vaccins que pour elle. Oui, c'est vrai. Eh bien, j'en suis fier. Voilà. Pascal Joannin. Sur l'Europe sanitaire, moi je vous avais dit que il n'y avait pas de compétences à l'origine. Moi, je pense aujourd'hui une compétence pleine et entière de l'Union, mais on ne pourra pas faire comme si ça n'était pas passé. Donc, il y a eu des ratés à l'allumage, comme toujours dans les crises, parce que il n'y a pas les outils, il n'y a pas les compétences, il a fallu trouver les choses. Donc, c'est vrai, ça a été un peu abrupt. Les Européens ont réagi. Moi, j'ai une sœur qui vit en Allemagne et qui m'a dit « Quoi, je ne vais pas rentrer dans mon pays, tu peux venir me voir alors que c'est la libre circulation, etc. » Donc, on a vraiment intérêt à ce que cette question reste sur la table et vous allez découvrir que demain, on va faire des choses nouvelles en matière de santé. Il va y avoir une Europe de la santé. Il y a un programme déjà qui a été mis dans le budget 21-27 qui s'appelle EU for Health. Je ne reviens pas sur tout ce que Frédéric Petit a mis sur la table, à expliquer de tout ce qui avait été mis sur la table par l'Union européenne. Mais demain, il va y avoir quelque chose qui va se faire parce qu'on ne peut pas recommencer. Donc, on a patiné au début cette fois-ci. Des crises sanitaires, on pourra en avoir d'autres. Donc, cette fois-ci, il y aura des outils. Et donc, cette crise a permis à l'Europe peut-être de réagir. Elle a mis peut-être plus de temps que d'autres.
mais elle s'en sortira. On peut regarder aujourd'hui, on rattrape le retard qui est le nôtre et on s'en sortira peut-être mieux. Regardez ce qu'a dit les dirigeants européens. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence et chacun essaie de trouver des choses. Il y a aujourd'hui un sommet à Paris sur l'économie africaine où on va aussi aider, ce que disait Frédéric Petit, à aider les pays qui ne peuvent pas forcément avoir accès au vaccin. Il n'y a pas que la fondation Bill Gates, il y a aussi des États qui peuvent le faire et ça sera l'honneur et les dirigeants européens sont à Paris avec les dirigeants africains justement pour essayer de faire ça. Donc, quelque part, je ne dis pas que c'est un modèle aujourd'hui, mais peut-être que de la crise que nous avons vécue, il y aura un modèle européen qui sera certainement meilleur que le modèle russe ou chinois, puisque leurs vaccins ne sont pas très probants, et des valeurs qui sont celles que l'Europe a toujours portées, avec en effet ce mot solidarité qui a été pris en défaut il y a un an, hein, et qu'on va peut-être magnifier dans le futur. Merci Pascal Joannin. On a encore une question de Monsieur François Lafont. On active votre micro. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur le député. Bonsoir Pascal. Oh. Content de vous revoir tous les deux. Merci. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir. J'ai une question très simple. Le 9 mai dernier, le président de la République est allé à Strasbourg au Parlement européen pour lancer la conférence sur l'avenir de l'Europe. La question est très simple, c'est qu'est-ce que vous attendez l'un comme l'autre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, notamment dans 3 domaines, ressources propres qui seront nécessaires pour venir alimenter le fonds de Recovery Fund qui a été lancé et qui devrait se mettre en place très prochainement. Deuxièmement, sur la modification des traités. Et troisièmement, sur la question de la différenciation, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comme moi on le sait aussi bien, mais se pose la question de savoir comment l'Union européenne pourrait avancer de façon beaucoup plus différenciée, telle qu'elle est déjà actuellement avec l'euro d'un côté, Schengen de l'autre, etc., etc. Donc la question c'est, tout ceci devrait se finir lors de la présidence française en pleine campagne présidentielle. Donc comment ça va se goupiller à la fin et qu'est-ce que vous voyez comme conclusion, je dirais, opérationnelle? Je vous remercie par avance. Oui, merci. Je vais répondre aussi à une question qui m'a été adressée, je crois, personnellement sur le chat, sur quels pourraient être les grands chantiers de la présidence française, les grandes avancées de la présidence française. Je pense que déjà, il y a ce grand chantier de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Moi, ce que j'attends déjà de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est du concret. Je pense déjà, par exemple, j'aimerais que ça soit pas qu'un truc entre le citoyen et son ordinateur, quoi. Qu'il y ait je rappelle que cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle est faite aussi pour que ce qu'on appelle dans les démocraties bien comprises les corps intermédiaires puissent aussi participer en tant que tels. Donc, nous travaillons par exemple au MoDem et au Parti démocrate européen, nous travaillons pour qu'il y ait des contributions transnationales. Hein, c'est-à-dire qu'on ait des groupes, voilà, on peut aussi contribuer en tant que groupe. Donc nous allons essayer, et moi je vais me bagarrer, j'ai déjà 2-3 idées, pour que contribue à qu'il y ait une parole qui ne soit pas une parole allemande ou française ou bulgare, même très intéressante, mais qu'il y ait des paroles qui soient déjà des paroles, je dirais, de l'espace public européen. Alors il y a plusieurs manières, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me paraît déjà très important que cette conférence sur l'avenir de l'Europe casse un peu les murs. Mine de rien, je crois que la pandémie, même si ça a été très négatif au début dans les buzz et dans cet espace, ça a été un espace public un peu négatif, on va dire, mais quelque part, on a plus parlé d'Europe au moment, depuis la pandémie. En général, il s'est créé des choses qui font que on commence à entrevoir ces espaces de débat public transnationaux pour pas dire européens. Donc moi, j'attends beaucoup de ça. Il y a un sujet qui est assez technique. Je sais pas si c'est, je parle du sujet de la différenciation. Je sais pas si ça, c'est un sujet qui
qui va être promu par la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense plutôt que la conférence sur l'avenir de l'Europe va créer, si on y arrive, va créer cet espace qui sera un espace où on se retrouve, qu'on comprendra et qui permettra du coup à décontracter ceux qui veulent avancer ensemble de manière différenciée. Je l'exprimerai comme ça. François, vous connaissez très bien mon idée sur les Balkans. Je ne pense pas je pense pas que le projet d'intégration des Balkans 6 soit le projet prioritaire de l'Europe. Je pense que le projet prioritaire de l'Europe, c'est le projet de la vision à 2030 des 11 pays des Balkans ensemble. Voilà. Et que l'intégration se fera parallèlement, mais que on doit avoir un projet régional sur les Balkans. C'est une région, les problèmes sont identiques en Bulgarie, problèmes démographiques, les problèmes, etc. Donc, je crois que cette différenciation, on va la voir, elle va se faire naturellement parce qu'elle sera, comment dire, bien encadrée et elle sera dédramatisée par le fait qu'on aura une conférence sur l'avenir de l'Europe qui nous aura rassemblés, qui aura créé cet embryon d'espace public européen, qui, à mon avis, est indispensable pour qu'on avance. Pascal Joannin. Alors, moi, j'attends rien de la conférence de l'avenir de l'Europe, si ce n'est qu'en effet, le maximum de gens y participent, que ce soit en effet des think tanks, que ce soit des entreprises, que ce soit des citoyens, que ce soit des groupes, et tant mieux s'il y a des choses transnationales. Moi, la seule chose que vais faire, François, tu le verras, réfléchir à ce que les think tanks peuvent apporter dans ce débat, un petit peu comme dans certaines autres enceintes, il y a des groupes qui sont associés. Moi, je vais en effet associer le maximum de think tanks, des autres sur elle-même, mais la France au cœur de l'Europe, être au service de l'ensemble des citoyens. Alors, pour prendre tes 3 dossiers, alors, les ressources propres, je ne pense pas que dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, on avance beaucoup sur les ressources propres, parce que je pense que déjà, la plupart des citoyens ne savent pas ce que c'est que les ressources propres, hein, donc, et qu'il y a déjà des choses sur la table. Mais peut-être, en effet, on aura des contributions de gens qui sont des experts du budget, hein, puisque c'est en effet ces ressources propres, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir en effet financer tout ce que nous avons décidé de financer en plus dans les années à venir, sans que ça coûte davantage à la contribution des États membres, qui reste aujourd'hui la principale source du financement de l'Union. Donc, en effet, il y a des ressources propres. Donc, il y en a une nouvelle qui a été mise en place le 1er janvier sur, en effet, la taxe sur les plastiques non recyclés. Il y a d'autres projets, il peut y en avoir d'autres, mais je ne suis pas sûre que cette conférence de l'avenir sur l'Europe apporte des choses. Là, je crois qu'on apporte quand même, on est dans un débat plutôt d'experts très techniques. Moi, la première, je ne suis pas une experte de la ressource propre. Mais pourquoi pas, il peut y avoir en effet dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe des gens qui savent, qui imaginent en effet quelles pourraient être en effet les futures ressources de l'Union, pour qu'en effet on diminue ou ça pèse pas trop sur les contributions des États membres, qui on voit bien arrive à ça. La révision des traités. Alors là, la révision des traités, ça dépend pourquoi. Parce que là, la boîte de Pandore peut être grande. Il y a plusieurs sujets qui aujourd'hui peuvent être réglés dans le cadre des traités, si on utilise tous les outils qui existent. Là encore, on arrive dans un débat un peu d'experts, parce qu'il faut savoir en effet, mais il y a déjà des débats alors je ne sais pas si elles sont encore dans l'avenir dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais au Parlement européen, sur en effet comment on surmonte les blocages institutionnels, on va les appeler comme ça, et notamment le vote à l'unanimité, qui est requis dans un certain nombre de domaines, et donc il suffit qu'un État dise non pour qu'en effet les autres soient penauds. Et il y a des choses en commission AFCO, regarde, tu vas trouver des choses surprenantes, et je crois même que Sandro Gozzi, que connaît bien Frédéric Petit, est à la manœuvre sur le vote à l'unanimité. Mais c'est pareil, là sur le coup, il y a ce qu'on peut faire à traité constant, ce qui nécessitera une modification d'un certain nombre de règles, et puis le nouveau traité. Alors n'allons pas jusque-là, parce que quand on commence à parler de nouveaux traités, c'est des discussions interinstitutionnelles, et je ne suis pas sûre que ce soit
ce que les gens attendent. Ce que les gens attendent, c'est que les décideurs politiques prennent leurs responsabilités et trouvent la solution qui permette au cas par cas d'avancer face à un blocage qui est sans relancer une grande machine avec les traités, la ratification qui prend toujours du temps. Quant à la diversification, eh bien, c'est la réalité d'une Europe à 27. On ne peut pas être tous prêts en même temps parce que je vous rappelle qu'on vote tous à des moments différents et quand on est en campagne électorale, on est moins enclin à faire des choses. Je pense le plan de relance, là, par exemple. Le plan de relance, il est voté quasiment par tous les États membres, sauf 3, et il y en a un qui ne pourra pas le voter immédiatement, c'est les Pays-Bas, parce qu'ils ont voté le 17 mars et qu'il n'y a toujours pas le nouveau gouvernement qui est capable de le voter. Donc, je ne sais pas combien de temps la coalition va mettre en place aux Pays-Bas. Nous avons des élections en Allemagne le 26 septembre. On sait une chose, c'est que ça ne sera pas la même chancelière puisqu'elle ne reconcourt pas. Les exemples des années avant, c'est qu'il faut entre 3 mois et 6 mois pour que le nouveau gouvernement soit acté. Pendant cette période-là, il n'y a pas d'avancée de ce niveau-là. La France, c'est plus rapide puisqu'on va voter pour le président et 8 jours après, il est aux affaires. Mais donc, il y a des différences. Cette diversification, ce n'est pas les exclusions de l'un contre l'autre. C'est si on veut avancer, ça permet d'avancer à quelques-uns si on est prêt, pour pouvoir en effet avancer avec le plus grand nombre. Alors, c'est un minimum de 9, seul contre les autres, ni 2, ce n'est pas le tandem franco-allemand, c'est au moins 9, mais on peut, quand on a fait la PESCO, la CSP sur la défense, on était 25. Donc la diversification, donc la géométrie variable, ça n'empêche pas à l'Europe d'avancer. L'euro existe, tant mieux, on n'y est pas tous. Schengen, il y en a qui ne veulent pas en être. Et donc, on peut multiplier. Alors, ce n'est pas forcément le modèle qu'il faut avoir, il faut essayer d'avancer à 27 le plus souvent possible. Mais quand, pour des raisons différentes, de politique interne, d'élection ou de gouvernement qui est moins 10 ans, parce qu'il faut bien le dire, il y a quelques États où l'Europe n'est pas la priorité des gouvernements et ils freinent un peu des quais de fer, mais ils ne doivent pas empêcher les autres d'avancer. Donc, c'est cette souplesse qui permet à l'Europe de pouvoir avancer, quand bien même, en effet, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Et donc, il ne faut pas que ça soit un empêchement. Donc, je vais dire de la souplesse, de l'efficacité, et en effet du concret pour faire avancer les choses. Et donc moi, ce que j'attends de cette conférence de l'Europe, c'est qu'en effet que le plus de gens y participent, et après, ça sera aux décideurs politiques de regarder en effet tout ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir peut-être se dire, finalement, il y a peut-être plein de choses qu'on n'avait même pas imaginées, et peut-être en effet des contributions sur ce que tu as dit, sur des sujets très techniques, mais qui sont en effet essentiels pour que l'Europe avance demain. Merci Madame Joannon. On va passer à la toute dernière question, qui est une question écrite de Daniel et François Poulagnier dans le chat. Que devrait faire l'Europe pour améliorer sa communication? Pour l'instant, ce sont plutôt les États qui l'assurent, chacun à leur manière. Est-ce que l'Europe peut mieux communiquer sur ses actions? Monsieur Petit. Oui, c'est très intéressant parce que je crois que c'est justement ce que moi j'attends de cette conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire l'intérêt de la conférence pour l'avenir de l'Europe et c'est qu'au même moment, dans tous les pays, pendant la même période qui est une période longue, donc une période plus démocratique, ça va être une période longue. Je rappelle, la démocratie a besoin de patience, la démocratie a besoin de se projeter dans le temps, sinon c'est de la crise, c'est pas de la démocratie. Et bien pendant cette période qui va durer plusieurs mois, qui va être bien communiquée dans les pays, on va pouvoir tous parler d'Europe au même moment. Voilà. De la même manière qu'on parle tous d'Europe au moment de la finale de l'Euro. Bon. Et bien là, on va pouvoir parler d'Europe pendant 6 ou 7 mois, de Chypre en Irlande, au même moment, en pouvant rebondir, en pouvant dire tiens, mais moi je pourrais faire ça avec toi, etc. Et je crois beaucoup que cette multiplication, si ça marche, si la conférence pour l'avenir de l'Europe marche au sens où moi j'ai envie de la faire marcher, non seulement en tant que député des citoyens et des bicitoyens qui habitent dans le cœur de l'Europe, comme je dis, mais également en tant que secrétaire général du Parti démocrate européen. Si on arrive à faire ce qu'on veut faire, il y aura forcément quelque chose qui va être communiqué. Et vous dites que c'est plutôt les États membres qui communiquent. Je vais vous prendre à contre-pied.
oui, les États membres communiquent, ils s'en chargent. Mais en particulier en France, l'espace public parle peu d'Europe. Moi, j'avais été frappé au moment de... On résume, on en parle quand il faut en parler, mais j'avais été frappé de la... Il y a eu un événement européen dont personne n'a parlé, et qui était un événement, là encore, qui coïncidait, qui était fait au même moment pour tous les pays, et que j'ai trouvé extraordinaire, qui est passé complètement en dessous des radars. C'est la première fois que la Commission européenne, c'était fin 2019, il me semble, a fait l'état de droit dans l'Union. Un rapport qui va être annuel à partir de maintenant sur l'état de droit dans l'Union. C'était absolument extraordinaire parce que ce n'était pas un pays qui accusait un autre, c'était l'Europe qui disait où j'en suis chez moi dans mes 27 pays. Et on passait en revue, c'était extrêmement bien fait et c'est sorti pour tous les pays au même moment. Et moi j'ai trouvé dommage que ça soit pas, qu'on n'en parle pas. Donc j'espère que cette conférence pour l'avenir de l'Europe, ça va être un moment clé de ce que vous appelez, c'est-à-dire un moment... La communication, il ne faut pas que ça soit un entonnoir qu'on remplit par le haut. Il faut que ça soit de l'interaction, des moments où on se dispute, où on n'est pas d'accord et on trace nos désaccords et on les règle. Voilà, donc j'y crois beaucoup et je pense beaucoup que cette conférence sur l'avenir de l'Europe va créer cet espace public européen. Une fois qu'il sera créé, il y aura des médias européens parce qu'ils vont s'engouffrer dans la brèche. Peut-être que les médias européens qui existent aujourd'hui, qui sont de très bonne qualité, mais qui n'ont pas l'aura qu'on attendrait, comme Arte, comme certains autres, s'engouffreront dans la brèche. Voilà, je pense qu'on va arriver à un temps intéressant et qu'il faut absolument se saisir de cet outil, y compris en termes de communication. Pascal Joannin, avant la conclusion. Alors, très bref, parce qu'on arrive à la fin. Alors, je souligne l'exemple d'Arte parce que c'était un exemple franco-allemand qui ne l'est plus. C'est européen. Et voilà. Il y a au moins 6 pays maintenant. Donc, vous voyez, le franco-allemand, ça sert au départ et puis après, ça entraîne des choses. Alors, moi, je vais rebondir un peu sur ce que ça dit, madame, ces deux personnes, parce que moi, je pense que c'est le point faible des institutions européennes, c'est la communication. Ce n'est pas qu'ils communiquent pas, c'est qu'ils communiquent mal. Voilà, parce que tous les jours, vous avez le midday, tous les journalistes sont dans la salle de presse, là, tous les jours. C'est une erreur. On n'annonce pas tous les jours des choses. Donc, il faut qu'il y ait en effet des communiqués qui soient faits sur des annonces, etc. Mais la conférence de presse avec von der Leyen n'est pas un porte-parole. La commissaire, la responsable politique. En France, on attend que ce soit le ministre qui parle, pas son chef de la communication. Et ben, dans l'Union européenne, c'est pareil, c'est pas les porte-paroles. Les porte-paroles peuvent aider, peuvent être là pour des petites des choses, mais pour les grands dossiers, ça doit être le commissaire. Alors c'est pas le président, le commissaire. Il y a des vice-présidents, etc., qui parlent, qui viennent directement s'impliquer pour dire voilà, et pas tous les jours quand il y a des grands projets. Alors il y a l'état de droit, il y a le numérique, il y a la concurrence, il y a un certain nombre de choses où le pacte vert. Voilà, donc il y a des choses où la protection des océans. Donc il y a des choses, mais il faut que ce soit les hommes politiques, donc les commissaires, qui parlent, et pas tous les jours, et seulement quand il y a des grandes annonces à faire, avec en effet après le relais de toutes les représentations que l'Union a dans les États membres, qui doivent être là pour le coup une caisse de résonance. Mais bon, dans certains États membres, peut-être qu'il y a des choses qui se passent. Moi, je prends l'exemple de la France. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'en effet les bureaux de représentation de la Commission et du Parlement et pignon sur rue soient comme un peu à Berlin, où en effet ils sont pas loin du Bundestag, ils ont pignon sur rue, on peut rentrer, il y a des vitrines, etc. C'est pas avec un code, une porte cochère où tout est fermé, etc. Donc il y a une mauvaise communication de l'Union. Et donc si moi en effet je trouve que l'Europe va plutôt bien, ou tout du moins qu'elle fait des efforts pour essayer de sortir des choses et relever les défis qui sont les nôtres, il y a un problème de communication et je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'elle communique mieux. Ce qui intéresserait aussi davantage peut-être les médias, parce que là je vais rejoindre Frédéric Petit, on a en effet des médias qui ne parlent pas suffisamment d'Europe. Si en effet dans la conférence sur l'avenir de l'Europe on a cette question des médias et de l'intérêt que les citoyens portent en effet à tout ça, parce qu'on se rend compte que les quelques émissions qui existent ont plus d'intérêt qu'on ne le pense, et quand Arte fait quelque chose, pour prendre cette chaîne, mais il y en a d'autres, il y a des scores qui sont alors beaucoup importants pour cette chaîne, qui pourraient être démultipliés si en effet il y avait d'autres chaînes qui en parlaient.
Et donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'il y ait, c'est que les médias nationaux parlent davantage de l'Europe, sans que ce soit à l'étranger, puisque dans certaines chaînes d'information françaises, quand la plénière est à Strasbourg, et elle va revenir à Strasbourg, on dit le Parlement, on dit dans la séquence étrangère la session du Parlement européen, qui est à Strasbourg. Strasbourg est une ville française, c'est pas l'étranger. Donc voilà. Donc il y a aussi une méconnaissance de la plupart des journalistes qui ne savent pas que le Parlement européen siège à Strasbourg. Alors c'est vrai que pendant longtemps, la crise oblige, ils n'ont pas, mais à partir du mois de juin, ça va revenir. Et on va voir en effet comment les médias français vont parler de ce qui se passe à Strasbourg, où en effet les députés européens ont aussi leur mot à dire élus par les citoyens dans le processus de la conférence de l'Union et sur un certain nombre de questions qu'a posées François Lafont. Merci, Madame Joannin. Il est 20 heures passées. Frédéric Petit, je vous repasse la parole pour 30 secondes pour une conclusion de cette Merci grande beaucoup. discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord, Pascal Joannin. J'étais ravi de vous accompagner. Je trouve effectivement, comme l'avait annoncé le modérateur, que c'était très complémentaire et ça m'a beaucoup titillé. J'ai pris plein de notes. J'ai noté des choses qui vont revenir et qui vont m'être utiles dans cette complémentarité, c'est-à-dire dans la différence, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup, en tout cas, de votre disponibilité et du temps que vous venez de passer avec nous. Merci à tous d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Je vous rappelle que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je rassure aussi, il y a quelques questions qui sont passées auxquelles on n'a pas répondu. Nous avons l'habitude de les noter au fur et à mesure et nous répondons par écrit aux personnes puisqu'on est en double inscription. Donc, on peut vous répondre individuellement. Voilà, nous ne lâchons pas l'affaire. Nous nous retrouvons dans un mois. Nous espérons avoir Jean Viard pour parler de mobilité. Et vous savez que le sujet des mobilités en Europe est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je crois que nous avons gagné un premier pas, mais maintenant il faut avoir des politiques d'aménagement de cette mobilité pour ne pas déséquilibrer notre Europe. Voilà, merci à tous, merci aux modérateurs, et puis n'hésitez pas, je vous rappelle que je réponds à mes mails, donc vous pouvez m'écrire, mon mail est public, y compris sur les domaines, voilà. Vous ne m'écrivez pas 2000 mots, hein, mais 300, 400 mots, je réponds personnellement à tous les sujets. Donc si vous restez avec une frustration sur ce que vous avez entendu, vous pouvez même vous disputer avec moi par mail, ça arrive, il y en a beaucoup, et je considère que c'est mon travail et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme en ce moment en tout cas. Merci à tous, Madame Joannin, merci à vous. Et merci, au revoir et au revoir à tous nos interlocuteurs. Merci, au revoir, bonne soirée et à bientôt.